L'Ukraine frappe fort, et rapidement lors d'une semaine marquée par des opérations de contre-offensive. L'Ukraine a contraint les troupes russes à battre en retraite sur 2 fronts après 2 assauts massifs. C'est humiliant pour la Russie. Ses soldats courent dans tous les sens en pleine panique face aux attaques ukrainiennes, comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Quant à l'Ukraine, elle utilise ses contre-offensives pour détruire les plans de guerre russes pour 2026. La double offensive de l'Ukraine a eu lieu sur les fronts du Dnipro et d'Olexandrivsk, et les deux ont forcé la Russie à battre en retraite précipitamment, ce qui posera de gros problèmes à sa stratégie pour 2026 qu'elle en a. Nous évoquerons plus tard ce qui s'est passé à Olexandrivsk. D'abord, dirigeons-nous vers le fleuve Dnipro et certaines zones que la Russie croyait bien contrôler. Pendant des mois, la Russie occupait des positions sur de petites îles du Dnipro. Les forces de Poutine pensaient être à l'abri d'une contre-attaque ukrainienne, car elles étaient sur des îles. Pour que l'Ukraine lance une attaque, elle devrait tenter de faire débarquer des soldats sur ces îles, exposant ainsi ses forces aux contre-attaques des drones russes et d'autres munitions. La Russie le savait, ayant passé une grande partie de 2025 à envoyer des soldats dans des missions suicidaires pour prendre ces îles. La Russie avait réussi à un prix élevé, et Poutine pensait que l'Ukraine n'oserait pas riposter avec ses propres assauts, de peur de perdre des soldats précieux retranchés sur ces îles. Les forces russes ont lancé des attaques de drones contre les forces et les civils ukrainiens sur les rives du Dnipro. Les îles sont devenues un ensemble de bases de départ, permettant à la Russie d'attaquer les positions surélevées de l'Ukraine sur les rives et de lancer des assauts contre la ville de Dnipro, qui est une autre des cibles clés de la Russie. L'Ukraine savait qu'elle ne pouvait tolérer ces attaques, mais ne pouvait pas non plus attaquer directement les îles du Dnipro. Alors que la Russie célébrait son succès et continuait à terroriser contre les civils, les chefs militaires ukrainiens ont élaboré un plan. Si envoyer des soldats sur les îles était exclu, ils devaient trouver une solution plus intelligente. Ils ont élaboré un plan en 3 phases qui a affaibli les forces russes sur les îles, menant à leur effondrement. Dans l'une des contre-offensives les plus ingénieuses de la guerre en Ukraine, Ukraine Today a décrit les 3 phases dans un article du 17 février, lié à RFU News. La phase 1 a complètement évité le fleuve Dnipro et ses îles. L'Ukraine a correctement identifié que les troupes russes isolées sur ces îles auraient besoin de ravitaillement si elles voulaient avoir une chance de survivre. Les chefs militaires ont noté que la pression aérienne sur Dnipro venait surtout des postes de commandement et dépôts russes installés le long du fleuve Dnipro qu'il fallait éliminer. Muni de ces informations, l'Ukraine a injecté un venin mortel dans les lignes russes. Les opérateurs de drones de l'unité Venom d'Ukraine ont commencé à frapper les positions russes servant de point de stockage et de lancement pour les drones ennemis. Ce n'était pas de simples frappes de drones. L'Ukraine a utilisé des drones modifiés transportant des mines TM62 avec ailettes de stabilisation. Elles pouvaient ainsi être larguées par drone pour survoler leurs cibles. C'est comme une version réduite de la stratégie de la bombe planante. La stratégie a été très efficace. L'Ukraine utilise les TM62 pour toutes sortes d'usages depuis quelques mois. En janvier, Forbes a rapporté que ces mines étaient devenues une sorte d'arme polyvalente fabriquée à l'époque soviétique et contenant 7,5 kg, soit environ 16,5 livres d'explosifs puissants. Les TM62 sont les mines anti-chars les plus utilisées au monde. Et c'est ainsi que la Russie s'attendait à ce que l'Ukraine les utilise pour créer des champs de mines destinés à ralentir les chars russes. Mais ce que l'Ukraine a fait, c'est créer une version modernisée de la TM62, appelée TM 2025, fabriquée à l'aide d'imprimantes 3D et contenant à la fois des allumeurs électromécaniques et secondaires, ce qui permet une détonation à distance. Cela nous ramène à la première phase de la stratégie ukrainienne sur le Dnipro. L'unité Venom a envoyé des TM62 vers la Russie par avion, tirant sans doute parti des versions améliorées à détonation à distance employées par l'Ukraine pour semer le chaos. Les frappes ont endommagé des dépôts et centres de commandement russes, visant à paralyser la capacité de la Russie à utiliser des drones ou à riposter contre les forces ukrainiennes. Les forces russes, sur les îles du Dnipro, sont plus vulnérables que jamais, mais l'Ukraine n'a pas agi précipitamment. Elle a plutôt lancé la phase 2. Cette fois, les opérateurs de drones FPV ukrainiens ont concentré leur attention sur les traversées en bateau et les routes de renfort que la Russie avait établies sur le fleuve Dnipro. Nous avons déjà dit que couper les approvisionnements des troupes sur l'île serait un cauchemar pour les soldats de Poutine. C'est l'objectif de la deuxième phase de la stratégie de contre-offensive de l'Ukraine. Avec des routes constamment attaquées, la Russie ne pouvait plus évacuer les soldats blessés de l'île. Ils étaient laissés à mourir et à pourrir parmi leurs camarades. Les drones ukrainiens ont détruit les hors-bords ennemis à leur approche des îles, coupant ainsi
les soldats isolaient sur ces parcelles de terre des besoins essentiels, comme la nourriture et l'eau, nécessaires à leur survie. La Russie a été réduite à essayer d'utiliser des drones pour acheminer des provisions à ses soldats, mais la première phase de la brillante stratégie de l'Ukraine avait rendu cela presque impossible. À ce stade, les soldats russes, sur les îles du Dnipro, désespéraient. Certains essayaient de fuir en se cachant dans les roseaux, mais étaient abattus par les drones ukrainiens. Pendant que tout cela se passait, l'Ukraine visait également les postes de commandement et d'observation dans les régions occupées d'Olechki. Cette partie de la stratégie a été élaborée pendant des mois. Même avant que la Russie n'occupe les îles du Dnipro, l'Ukraine avait détruit le pont d'Olechki grâce à une frappe AASM Hammer menée par l'un de ses MiG-29. Des frappes similaires ont détruit des postes de commandement et d'observation. Cette phase a encore privé les forces russes sur le Dnipro de renseignement et perturbé toute la chaîne de commandement. Après la première phase, les forces sur l'île étaient vulnérables. Après la deuxième, elles étaient terrifiées, isolées et affamées. Puis est venue la troisième phase de la contre-offensive ukrainienne, avec les forces russes isolées. L'Ukraine s'est attachée à affaiblir leur défense déjà chaotique, par des frappes soutenues contre les forces adverses. Ces soldats russes n'avaient plus de couverture de drone. La première phase l'avait éliminé. Ils ne recevaient ni ordre, ni avertissement de leurs supérieurs à cause de la deuxième phase. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était courir dans tous les sens, paniquer, en espérant vainement que les drones et les munitions de l'Ukraine ne les toucheraient pas. Les cachettes et les rares points logistiques utilisés par les soldats pour le ravitaillement par drone ont été détruits. Chaque fois que les soldats russes de l'île étaient assez imprudents pour se rassembler, une frappe ukrainienne ne tardait pas à suivre. Petit à petit, les drones FPV et frappes aériennes ont détruit les infrastructures défensives jusqu'au Dnipro. Les forces ont dû choisir, mourir sur les îles ou fuir. Nombreux sont ceux qui ont choisi la seconde option, comme les forces d'Alexandrivsk, dont nous parlerons bientôt. Selon le porte-parole militaire ukrainien Vladislav Voloshin, la Russie a déjà retiré ses forces de certaines îles du Dnipro, d'après les renseignements. La stratégie ukrainienne en 3 phases a affecté le moral et l'état psychologique des soldats, mais nul ne peut les blâmer. Ils ont agi comme l'Ukraine l'attendait, après que la contre-offensive leur ait arraché leurs approvisionnements et les ait laissés à la merci d'être bombardés jusqu'à l'anéantissement, s'ils ne prenaient pas la fuite. RFU News rapporte que le haut commandement russe juge inutile de prendre les îles du Dnipro. La Russie manque de ressources pour soutenir ses troupes sur ces îles, ce qui signifie que ses bases pour attaquer le Dnipro et les régions voisines ont disparu. Ne sous-estimez pas l'importance pour l'Ukraine. Militairement, cela signifie que les forces ukrainiennes sur les rives du Dnipro peuvent agir plus librement. Ils ne choisiront peut-être pas de reprendre complètement les îles du Dnipro, cela reste à voir, mais laisser ces îles vides enlève à la Russie un vecteur d'attaque majeur, ce qui soulage considérablement la pression sur les forces ukrainiennes, qui renforcent activement leurs fortifications, en vue du reste de 2026. Mais cette contre-offensive pourrait impacter davantage le front civil. La Russie mène une campagne de terreur contre les civils ukrainiens depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion en octobre. Reuters a rapporté que des opérateurs de drones russes traquaient volontairement des civils ukrainiens, avec leur monstruosité volante. Dans une sorte de safari humain pervers, conçu pour rendre impossible toute vie normale en Ukraine, la Russie a intensifié son terrorisme en 2025, entraînant une augmentation de 26% des victimes civiles par rapport à 2024. Selon Action en armes de violence, 2248 civils ont été tués par la Russie au cours de l'année, et 12 493 autres ont été blessés lors des attaques de drones russes contre les villes. Certaines victimes se trouvent probablement à Dnipro. Avec les îles du fleuve dégagées, les habitants des environs respirent plus facilement. Si la première des contre-offensives dont nous avons parlé visait à relâcher la pression, la seconde consistait entièrement à se préparer pour un été que la Russie entend transformer en épreuve pour l'Ukraine. Mais avant d'entrer plus en détail, ici The Military Show, et nous vous donnons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Assurez-vous de vous abonner pour rester en avance sur l'actualité. Allons à Alexandrivsk voir ce qui se passe pour la Russie sur ce front. Le 17 février, Militani a rapporté les propos du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Siersky, qui a déclaré que l'Ukraine était encore en train de lancer des contre-offensives dans la région d'Alexandrivsk, près de la ville clé de Huliapola. Les forces d'assaut aériens et classiques ukrainiennes mènent activement des opérations dans la région. Ils avancent dans les zones grises, occupées par de petites unités russes, pour en chasser ces infiltrés. Nos unités mènent des contre-attaques efficaces, utilisant des systèmes sans pilote, l'artillerie et des équipements de guerre électroniques, a rapporté Siersky,
lors d'une visite sur le front. Le commandant en chef de l'Ukraine a également affirmé que la libération des territoires actuellement visés par l'Ukraine est une priorité, mais ses forces doivent le faire intelligemment afin de préserver la vie du plus grand nombre possible de ses soldats. C'est peut-être le point clé de la deuxième offensive ukrainienne. Pour beaucoup, la reprise du territoire à Oleksandrivsk semble préparer le terrain pour une contre-offensive beaucoup plus vaste, peut-être même une avancée majeure vers Ouliapola. Ce n'est pas le cas, comme vous allez le découvrir dans quelques minutes. Comme pour le plan en 3 phases sur le Dnipro, l'Ukraine élimine méthodiquement les occupants russes pour reprendre des territoires clés, qu'elle utilisera à des fins importantes, alors que nous approchons du milieu de 2026. Alors, qu'a accompli l'opération Oleksandrivsk ? La réponse courte, des gains majeurs pour l'Ukraine, ce qui deviendra très important bientôt. Militani le souligne avec des cartes montrant que l'Ukraine a fait des gains localisés sur plusieurs sections du front du 9 au 16 février, notamment à Oleksandrivsk et Ouliapola. Le front russe a reculé, permettant à l'Ukraine de libérer plusieurs localités et de sécuriser leurs environs, en vue d'un objectif prochainement dévoilé. Selon The Telegraph, cette avancée à Oleksandrivsk a été menée parallèlement à une offensive plus large dans la région de Zaporijia, ce qui a permis à l'Ukraine de reprendre la plus grande quantité de territoire qu'elle ait réussi à libérer depuis sa contre-offensive de grande envergure, finalement vouée à l'échec, contre les forces d'invasion de Moscou à l'été 2023. Au total, selon le média, l'Ukraine a réussi à reprendre 78 miles carrés, soit un peu plus de 200 km² de territoire à la Russie en 5 jours. Pour aggraver la situation déjà critique pour la Russie, le média précise que cette superficie correspond à celle occupée par la Russie durant tout décembre 2025. Ici, on constate que l'Ukraine profite d'un événement survenu en Russie plus tôt en février, la perte de Starlink. On a déjà fait plusieurs fois la blague des poulets sans tête dans cette vidéo, mais cela s'applique vraiment à ce qui arrive aux soldats russes à Oleksandrivsk, après la décision de SpaceX de couper les terminaux Starlink illégaux que la Russie utilisait. Des frappes de drones longues portées aux communications de front, les forces russes sont à la dérive sans commandement. Jusqu'à 90% des unités du pays auraient perdu la connexion à un réseau dont elles avaient désespérément besoin pour organiser leurs assauts contre les défenses ukrainiennes. Naturellement, ces assauts se sont pour la plupart arrêtés, et ceux qui continuent sont désordonnés et mal organisés. Et alors que les soldats russes sont de plus en plus isolés du haut commandement, à cause de la perte de leur capacité de communication, l'Ukraine en profite dans des endroits comme Oleksandrivsk, dans la région de Zaporijia. Un autre fait sous-estimé est que cette série de contre-attaques repose sur une initiative lancée par l'Ukraine fin 2025. En décembre, Interfax a rapporté que l'Ukraine avait réussi à reprendre du territoire dans les localités d'Oudachny, Rouchina et Kotlina, toutes situées à l'ouest de la ville assiégée de Pokrovsk. Ces gains étaient inférieurs à ceux d'aujourd'hui. L'Ukraine repart clairement à l'offensive contre la Russie. Tout découle d'une brillante stratégie ukrainienne, accélérée par la perte de Starlink par la Russie. L'Ukraine positionne depuis longtemps son artillerie, sa logistique, ses opérateurs de drones et la majorité de ses forces entre 6 et 12 miles, soit entre 9,65 et 19,3 km derrière les positions russes. Cela a créé une vaste zone grise infestée de drones ukrainiens, devenant un piège mortel pour les soldats russes. La situation à Oleksandrivsk résulte de cette stratégie de zone grise. Avec l'affaiblissement des forces d'infiltration russes, les troupes d'assaut aériennes et terrestres ukrainiennes ont pu avancer et reprendre des territoires sur lesquels la Russie n'avait qu'une emprise très fragile. La Russie tente toujours d'avancer dans les régions où l'Ukraine regagne du terrain. Mais selon Siersky, ces forces n'ont pratiquement aucun succès. L'ennemi continue de tenter de percer nos formations et mène des attaques régulières, y compris avec des munitions, mais sans succès notable, a déclaré Siersky sur Telegram, reprenant sa déclaration Facebook. Le commandant en chef de l'Ukraine a ajouté « Les soldats des forces de défense tiennent leur position, déjouent l'ennemi et lui infligent de lourdes pertes humaines et matérielles. Les efforts de la Russie pour poursuivre ses offensives à Oleksandrivsk et ailleurs révèlent la véritable raison de la seconde contre-offensive ukrainienne. L'Ukraine mobilise toutes ses ressources pour reprendre du territoire et anticiper la suite. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, pour ainsi dire. Mais c'est peut-être plus précisément une question de chasser les occupants russes pendant qu'ils gèlent dans leur zone grise, leur cachette. L'Ukraine veut transformer les zones grises en territoires libérés pour se préparer à une offensive russe annoncée cet été. Selon un article du 9 février du Kiev Post, la Russie a accumulé des réserves stratégiques
en vue d'une attaque de grande ampleur à l'est et potentiellement au sud de l'Ukraine. Si la fin du printemps et l'été vous rappellent l'offensive ratée de la Russie en 2025, qui n'a pas pris Pokrovsk ni créé de zone tampon dans le nord-est de l'Ukraine, comme le souhaitait Poutine, vous avez raison. La Russie veut désormais avancer vers Sloviansk, Kramatorsk et la région de Donetsk, selon le Kiev Post. Si la Russie cherche à forcer une grande bataille terrestre pour détruire les forces ukrainiennes, il serait insensé pour l'Ukraine de se battre selon la stratégie voulue par Poutine. La nouvelle offensive estivale vise à imposer la guerre traditionnelle privilégiée par la Russie, poussant l'Ukraine à délaisser sa stratégie asymétrique pour un affrontement direct. L'Ukraine ne fera évidemment pas cela. C'est pour cela qu'elle prend autant de territoire actuellement. Chaque centimètre de ce territoire sera doté des mêmes défenses et fortifications qu'utilise l'Ukraine pour décimer les soldats russes à Pokrovsk. Considérez ce que l'Ukraine a fait à Oleksandrivsk comme un recul des lignes russes. Elle peut ainsi transformer d'anciennes zones grises en zones de destruction plus dévastatrices avant l'offensive d'été, où la Russie engagerait 100 000 soldats. L'Ukraine force la Russie à se battre pour récupérer des zones qu'elle comptait utiliser pour se préparer. C'est brillant. Pourquoi ? Repensez à ce que nous avons dit sur les réserves stratégiques de la Russie pour l'été. Si la Russie réoccupe des territoires libérés par l'Ukraine, elle devra envoyer plus de soldats dans les zones de destruction de l'Ukraine. Ces soldats seront décimés, forçant l'utilisation des réserves que Poutine voulait garder pour l'été. Plus l'Ukraine pourra détruire de ses réserves dans des endroits comme Oleksandrivsk et ailleurs, plus l'assaut de l'été sera affaibli. Et c'est ainsi que l'Ukraine forcera Poutine à répéter l'été 2025. La Russie se retrouvera avec de grands plans, et des revendications encore plus grandes qui seront réduites en lambeaux. Tout cela s'explique par les contre-offensives précises et intelligentes de l'Ukraine, qui ont permis d'importants gains avec peu de pertes, selon l'Atlantic Council en janvier. Les défenses dont l'Ukraine dispose déjà obligent la Russie à payer un prix énorme, tant financièrement qu'en vies humaines parmi ses soldats. Pour réaliser de maigres avancées, qui seront ensuite annulées par l'Ukraine à Oleksandrivsk, la Russie devra payer à nouveau ses lourds tributs, avant même de pouvoir envisager d'avancer cet été. La Russie n'a pas les moyens de payer ses prix, et elle a depuis longtemps épuisé son crédit. Après 4 ans de combat, la guerre en Ukraine est terminée pour Poutine. Il est simplement trop arrogant pour le reconnaître. Ses stratégies stupides ont conduit son armée à subir les plus grandes pertes de troupes de l'histoire contemporaine. Et cela n'ira qu'en s'aggravant pour la Russie. Découvrez-en plus en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses sur les mouvements sur le champ de bataille en Ukraine et leur impact sur la Russie. Merci de nous avoir regardés.